Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La collection éthique de la création, proposée par l'Institut Charles Cros et coéditée depuis 2008 avec l'Harmattan, www.harmattan.fr, sous la responsabilité éditoriale de Sylvie Dallet, Georges Chapoutier et Sperluet-Émile Noël. L'Institut Charles Cros traite et expérimente les relations des arts avec les nouvelles technologies et les sciences, dans une dimension qui ouvre sur les usages de société et questionne la transmission des savoirs. Cette collection rassemble des textes de combat aux formes diverses, dans une dimension éthique et interdisciplinaire conjuguée, qui valorise une recherche-création collective, attentive aux mutations contemporaines. Chaque ouvrage est illustré d'un tableau original, réinterprété graphiquement pour la publication. Titre disponible de la collection éthique de la création. Rubrique publication, www.institut-charles-cros.eu. Sylvie Dallet, Georges Chapoutier, Émile Noël dire, La création, définition et défis contemporains 2009. Élie Yazbek, coordonné par Images et éthique 2010. Sylvie Dallet, Émile Noël dire, Les territoires du sentiment océanique 2012. Sylvie Dallet et Sperluet-Élie Yazbek dire, Savoir de frontières 2013. Sylvie Dallet et Sperluet-Éric Delassus dire, Éthique du goût 2014. Sylvie Dallet, Kmar Bendana et Fadila Lawani dire, Ressources de la créativité, une expérience franco-tunisienne 2015. Julia Boliolo-Bruna, Les objets messagers de la pensée inuite 2015. Thomas Sepitelli, Tierno Ibrahimadia, Daniela Ricci coordonné par Art, négritude et métamorphose identitaire 2016. Corinne François Denève dire, La chair est triste, humour et enseignement 2017. Marie-Paul Farina, Le rire de Sade. Pour une sadothérapie joyeuse 2019. Remerciements relecture et mise en page, Gilbert Schoon. Remerciements tableau original et crédit maquette. Lou Le Cabellec, Géographie des désirs insurgés, technique mixte 2020. Josiane Lépée, josianelepie@ateliermétis.com, graphisme couverture. Cet ouvrage a reçu le soutien du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, UVSQ Paris-Saclay. Je lis maintenant les contes d'enfants de Madame D'aulnoy, dans une vieille édition dont j'ai colorié les images à l'âge de 6 ou 7 ans. Les dragons sont roses et les arbres bleus. Il y a une image où tout est peint en rouge, même la mer. Ça m'amuse beaucoup ces contes. Tu sais que c'est un de mes vieux rêves d'écrire un roman de chevalerie. Mais qu'est-ce que je n'ai pas envie d'écrire? Quelle est la luxure de plume qui ne m'excite? Flaubert, lettre à Louise Collet, 20 juin 1853. À Raymond. Préface. Flaubert par Farina, Les farces de l'oiseau bleu. Il y a quelques cent années, le poète russe Ossip Mandelstam écrivait ces vers. Mais dans les livres souriants, dans les jeux des enfants, je vais ressusciter pour dire que le soleil brille. Les jeux d'enfants et les sourires des livres furent les amis fidèles de ce travailleur de l'écriture que fut Flaubert, né voici 200 ans, qui dans une belle correspondance sincère avec Léonie Brenne, ne cachait ses humeurs ni ses espérances. Une seule chose pourrait me remonter, ce serait une très belle inspiration littéraire, une idée magnifique surgissant tout à coup et qui me ferait oublier la vie. Mais c'est demander l'oiseau bleu. Un cœur simple lui en donnera le croquis en 1877. Un perroquet surgit du néant, symbole de l'âme chez les hindous et de la spiritualité pour les Amérindiens, oiseau esprit dont les plumes bleues jonchent les canevas des précédents romans. L'imaginaire flaubertien est solidement soclé sur le bleu. Une éthique du goût et la fidélité en amitié façonnent ce bleu en double H. De ce bleu aux multiples nuances, nous savons tous et toutes que l'étoile de Flaubert, au firmament du XIXe siècle, est lentement descendue sur le ciel de nos lectures scolaires. Depuis Albert Thibaudet, 1874 à 1936, une pléiade d'universitaires, alliés aux archives et aux bibliothèques, a su dénicher, décrire et cataloguer les écrits de l'ogre, en ébouriffer les plumes parfois trop lissées. Pour le lecteur pressé, ces romans sont désormais pensés comme des expressions de la réalité sociale. Nier le suicide de Bovary, réhabiliter Homais, décerner à Bouvard et Pécuchet des bribes d'intelligence, l'œuvre de Flaubert fait encore débat.
Si Salammbô s'éloigne de notre panthéon malgré les peintures de Jean-Léon Gérôme, 1824 à 1904, la trace de Bovary existe encore dans nos relations ou dans les films. On espère le feuilleton de la suite, réduite à une trame où les décors changeront, sans que l'imaginaire pâlisse. Lisser un récit, en caviarder les mots, ainsi sonne le glas de la personne qui crée le livre dans la tempête de son crâne et de ses mains. Le travail des historiens ne doit pas se réduire à gommer les aspérités de plume et de gueule qui devraient au contraire nous faire comprendre la création même de l'œuvre, celle qui donne du suc et de la couleur au tourbillon des choses. La correspondance, cet art qui se perd, est là pour revitaliser l'aura de l'auteur. Dans un siècle qui oublie d'écrire au profit d'émotions collectives avalées par Internet, les lettres individuelles, faites pour être savourées, restent un précieux trésor. La plume emportée de Marie-Paule Farina se plaît aujourd'hui à débusquer ces luxures de plumes, dont la postérité critique ne s'est pas encore emparée. Non qu'elles valent l'œuvre stylisée du monument Flaubert, mais elles donnent de la chair au parcours du garçon, timide et brutal, raffiné et nourri, au lait de la tendresse humaine que fut l'ermite de Croisset, une étiquette qui lui colle encore au basque. Shakespeare, Flaubert, Mandelstam, la trilogie des analogues serait flatteuse s'il ne s'y immisçait inopinément le nom de Sade. Oui, Flaubert lisait les écrits du divin marquis en riant à gorge déployée des inventions de sa plume. La collection éthique de la création a édité en 2019 un ouvrage étonnant de Marie-Paule Farina, Le rire de Sade, essai pour une sadothérapie joyeuse qui a décoiffé plus d'un lecteur. Flaubert, Les luxures de plume apparaît comme ultime partie d'un diptyque où le rire tient une place fondatrice. Le second tableau est lui-même divisé en 2 chapitres, qui explorent la genèse de l'œuvre en l'homme, dans l'entrelac de sa correspondance et des opinions qu'il suscite. Les pelletés de terre sur l'idiot de la famille, naturaliste sans être politique, n'ont pas manqué. Sa nièce Caroline Chéry, dès le décès de GVE, tel qu'il aimait à signer ses lettres, n'avait-elle pas expurgé quelques manuscrits des mots trop crus qui l'épimentaient ? Une femme pour comprendre un homme. Et Louise Collet, George Sand, Léonie Brenne, qui sont-elles dans le jaillissement de l'œuvre flaubertienne ? On a beaucoup glosé sur la misogynie de l'auteur, qui aimait à fréquenter des femmes de pensée. Il écrivait pourtant à Louise Collet, dans une pudeur qui étonne à l'époque des réseaux sociaux, « Le public ne doit rien savoir de nous. Qu'il ne s'amuse pas de nos yeux, de nos cheveux, de nos amours. C'est assez de notre cœur que nous lui délayons dans l'encre, sans qu'il s'en doute. » Elle reconnaît en lui, amusé, le monde des étudiants, des viveurs, des hureurs et des fumeurs. Il répond durement à celle qui, dans un article rare, décrit le sacrifice de l'institutrice, de même qu'il écrira un jour à sa fidèle amie George Sand que sa prose, sans les fleurs blanches. Lui qui déclare s'ennuyer dans la nature, il est un des seuls romanciers que la peintre naturaliste Rosa Bonheur accueille dans son atelier, celle qui croit en sa candeur artiste, à l'âme des bêtes. Le critique Albert Thibaudet écrivait à la fin de la Première Guerre mondiale, in journal de la NRF, novembre 1919, mécontent de lui, mécontent de la vie, Flaubert pouvait, comme certains romantiques, partir en guerre contre tout. Or il s'est cantonné dans une occupation, un métier précis pratiqué avec une conscience farouche. Il a, pareil Athènes, son ami, étouffé à force de travail l'absurdité de la vie. Il s'est voulu, s'est cherché une discipline. Et plus haut que le style proprement dit, il a fourni à toute son époque le style général de la discipline littéraire. Peut-être les pages colériques, guignolesques et truculentes de la correspondance ont-elles quelque peu inspiré les styles succulents de Huysmans et de Léon Bloy. Une telle place n'est sans doute pas la première dans la prose française, elle reste considérable, elle mérite que Flaubert demeure pour les écrivains d'aujourd'hui autre chose encore qu'un maître, le bon ouvrier, le patron. Patron ou incompris ? Huysmans, trop tenté par le symbolisme, récuse le comportement de Flaubert dans une méchante formule. Quand ce grand écrivain ne tient pas la plume, il est imbécile comme un charcutier. Cette discipline, dont les livres expriment la précision, ne vaut pas cependant sans l'équilibre de la truculence dont le bon Flaubert, plus garçon que patron, se fait le chantre en privé. Rabelais, Spinoza et Montaigne en sont les riches ancêtres. Pas de créativité sans contrainte, ni chaos ni sueur. L'ouvrage de Marie-Paule Farina, qui accepte les saveurs de la différence et comprend les tempêtes contraires du garçon, dévoile alors sa qualité philosophique. La verve de Flaubert ne prête pas seulement à sourire,
Elle offre une résistance subtile et opiniâtre à cette bienséance Beagle dont nous voyons a posteriori les ravages sur notre XXIe siècle qui débute. La vérité n'est pas toujours jolie. Écrire au vitriol, suer des parfums d'Orient ou à fleurs blanches, il n'est pas de dilemme plus créateur entre le rire et la cesse de l'écriture. Mais chacun fait ce qu'il peut dans l'espace qu'il souhaite enchanter. Flaubert aime les artistes, faiseurs de bons mots et pardonne peu aux faiseurs de systèmes. C'est ainsi. Louise Collet, Victor Hugo, Charles Cros ont eu le cœur retourné par l'invasion prussienne et la répression de la Commune de Paris. À l'automne 1870, Flaubert a ouvert la maison de Croisset aux indigents. La plume des écrivains du siècle de fer reste trempée du lait de la tendresse humaine, joli contrepoint de la perfidie des Goncourt qui écrivait, Flaubert, une intelligence hantée par de Sade. Jules de Goncourt vient de mourir, de même que d'autres amis. Flaubert écrit le 23 octobre à la princesse Mathilde, sa fidèle correspondante, « Quoi qu'il advienne, tout ce que j'aimais est perdu. Nous allons tomber, quand la guerre sera finie, dans un ordre de choses exécrables pour les gens de goût. Ce qui me navre, c'est la conviction que nous allons entrer dans une ère stupide. On sera utilitaire, militaire, américain et catholique. La guerre de Prusse termine la Révolution française et la détruit. Le pignoufisme commence. Aujourd'hui, malgré le progrès de nos connaissances en botanique, nos pétitions indignées en faveur de la biodiversité, les images ravissantes des paysages et des animaux que les photographes moissonnent, les styles s'enclosent et se racornissent dans des intrigues fatiguées où pointe l'imaginaire de la fin du monde. Pignouf dérive de pigner, geindre, de l'ancien français le plus mal appris. Les rudes images de Flaubert, sa joie de faire rire ses amis, malgré les malheurs et les deuils dévoilent au mieux la sincère robustesse du garçon. Dire la vérité toute crue, ne pas croire que tous les coups sont permis, refuser les fleurs blanches d'un mauvais mariage avec la réalité. Entre vivre en bédouin libre et végéter en pignouf, modélisé par l'hypocrisie des convenances, son cœur tendre a choisi. Et Marie-Paul Farina, de sa plume sagace, décrit cette âme d'enfant qui, sous l'obscénité apparente et le sarcasme tonique, espère en l'oiseau bleu des contes. Sylvie Dallet. Voir les choses en farce. Qu'est-ce qui n'est pas grotesque? Voir les choses en farce est le seul moyen de ne pas les voir en noir. Rions pour ne pas pleurer. Flaubert, lettre à Louise Collet, 22 juillet 1852. L'idiot de la famille. Critique, toujours éminent. Est censé tout connaître, tout savoir, avoir tout lu, tout vu. Jeune, Flaubert était beau. Géant aux yeux lui dit, vert, maupassant bleu, et à la chevelure blonde, il a tout du Normand dont il descend par sa mère. Un grand-oncle d'Amérique, un vrai de vrai, dont il croit ressentir à sa grande surprise en 1870, quand les Prussiens occupent Croisset, l'atavisme guerrier iroquois ou algonquin complète dans son imaginaire, l'héritage maternel normand le rendant à coup sûr un peu plus flamboyant que la plate champagne que lui lègue son père. Mais à en croire Sartre, ce jeune et bel enfant était tenu par sa famille pour un quasi-imbécile entouré par les deux chouchous plus intelligents que lui. Achille de 8 ans son aîné qui comme son père deviendra chirurgien, comme son père se mariera et deviendra un notable siégeant au conseil municipal de la ville et Carolina, sa cadette de 3 ans qui au dire de sa fille, Caroline II, qui le tenait de sa grand-mère, aurait su lire avant lui. Et ainsi naît, un siècle après la mort de Flaubert, avec la complicité de cette nièce à qui il avait servi de nounou, l'idiot de la famille, un bourgeois ne comprenant rien à la classe ouvrière pour qui Sartre dit avoir éprouvé une antipathie préalable avant de voir en lui son double inversé. Pourquoi consacrer à Flaubert, à la fin de sa vie, aux grandes dames de ses jeunes amis maoïstes qui ne comprennent pas ce caprice de vieillard, des milliers de pages recopiées et soigneusement mises au propre semble-t-il par Simone de Beauvoir? Quel compte, avant sa mort, Sartre éprouve-t-il le besoin de régler avec Flaubert? Cet interminable livre, jamais terminé, où Sartre projette ses fantasmes et tous les conflits de sa propre enfance, plus personne ne le lit aujourd'hui, mais son titre est resté. Peut-être est-ce lui qui permettait à un grand critique d'écrire quelques années après, en 1987, sans que cela surprenne qui que ce soit. Avant toute chose, il semble bien qu'on doive constater chez Flaubert une absence initiale presque complète de personnalité. Bien sûr, écrivait-il, c'est le cas de tout le monde, mais chez lui, la durée de l'inertie primitive d'un jeune Flaubert encore abruti, incapable de rien faire est beaucoup plus longue, et lui laisse un fond d'indolence qui réapparaîtra tout au long de sa vie, même dans les périodes de travail intense de la maturité.
Flaubert, la plus grande fontaine pétrifiante de la littérature, dira en son temps un critique stendhalien. À Stendhal, la légèreté, la rapidité, à Flaubert le lent travail du bœuf de labour. Et cela aujourd'hui est devenu d'une telle évidence qu'un Régis Debray qui se définit pourtant comme grand amateur de Flaubert, peut dire en 2019 en parlant de son livre du génie français, Flaubert est sans doute moins français que Stendhal car il a beau avoir la même ironie et la même distance, il a moins de brio et plus de sérieux. C'est Maxime Ducamp, son ennemi intime, qui 1 an après sa mort, en 1881, inaugurait, dans la Revue des Deux Mondes, ce type de critique en révélant au grand public la maladie de Flaubert que seuls ses amis très proches connaissaient. Gustave Flaubert a été un écrivain d'un talent rare, sans le mal nerveux dont il fut saisi, il eût été un homme de génie. Ces critiques post-mortem n'auraient pas surpris Flaubert, dès 1853, alors qu'il n'a encore rien publié, il parle à Louise Collet de son dégoût pour les petits messieurs de la critique, dont le charmant métier consiste à chercher des poux dans la crinière des lions, et en 1857, après la publication de Madame Bovary, il confie à Louis Bouilhet, Voineau. Antiquaire. Mamelouk. Appelle-moi Mamelouk. Dis-moi que le turban me va bien, appelle-moi vilain circoncis, etc. Et à Jules Duplan, vieux bandole, j'ai compris par un article d'Aubruyet que Pontmartin m'avait pulvérisé dans Le Spectateur. Pouvez-vous m'envoyer cette ordure ? Je suis comme Gernande, j'aime à être injurié. Ça m'excite. Dans la Carthage assiégée de Salammbô, Flaubert imagine une catapulte qui, avant la machine infernale de Kafka, lance et imprime dans les chairs fragiles, au hasard, des sentences aussi définitives que des épitaphes. Ces atroces projectiles portaient des lettres gravées qui s'imprimaient dans les chairs, et sur les cadavres, on lisait des injures telles que pourceau, chacal, vermine et parfois des plaisanteries, attrapé ou je l'ai bien mérité. Quand il est blessé dans sa chair, et il l'est souvent, quand la vie l'emmerde copieusement, Flaubert fait appel à ses amis vivants et à ses amis morts, au premier rang desquels figure Sade toujours. On entre dans un mort comme dans un moulin, affirme Sartre et c'est ce qu'il fait, et moi aussi. Mais les textes ne sont pas des cadavres, ils sont comme les faits, têtus et se relèvent bien vivaces après chaque dissection. L'enfance de Flaubert après le passage de Sartre est toujours là, intacte dans toute son œuvre, dans toute sa correspondance, et même si Flaubert est un écrivain qui refuse de faire de la littérature un pot de chambre, un déversoir à passion, il ne cache à aucun moment que tout commence pour lui justement à l'hôpital où il résidait enfant, avec la rencontre fortuite sur une table de dissection de femmes, d'hommes, de fous, d'amis, d'une famille et d'un moulin et peut-être est-ce à cause de ce moulin pris des apostrophes assaut par Don Quichotte qu'il ne voulut pas d'abord apprendre à lire seul. Il l'aimait tant ce livre de Don Quichotte, et il n'avait qu'à traverser la rue pour que le père Mignot, le grand-père de son inséparable ami Ernest Chevalier qui habitait en face de l'hôpital, le lui lise à haute voix. Il en coloriait même les images, comme Frédéric le fera dans l'éducation sentimentale avec sa jeune amie Louise. Il accepta bien sûr un jour de lire seul, mais alors il lut tout, et tout de suite de manière boulimique, en géant qui toute sa vie pantégrualisera. De Don Quichotte, qu'il n'abandonna jamais, il gardera l'imaginaire débridé et la capacité d'enchanter la réalité et de Sancho, le ventre, l'âne, les oignons frais, l'amour du soleil et la capacité de la désenchanter. Après Cervantes, il lira Shakespeare, tout Shakespeare, et le relira, Byron et Hugo, Montaigne et Rabelais, l'histoire de Michelet, tout Walter Scott, Ronsard qu'il aime tant et La Fontaine, les contes de Voltaire et très vite Sade, tout Sade, qu'il trouvait instructif et amusant et dont plus tard il dira qu'il lui a fait acquérir le sens du grotesque. Ce sens du grotesque amène chez Flaubert un dédoublement qui est sûrement sa marque de fabrique, son héritage sadien parfois difficile à comprendre,
mais perceptible dans toute la correspondance et dans toute l'œuvre. Chez Flaubert, il y a toujours une pensée de derrière, et une distance qui donnera à cet hypersensible l'apparence d'insensibilité qu'on lui reproche tant. L'idiot de la famille ? Non, Flaubert n'est pas l'idiot de la famille dont parle Sartre et cette famille. Si elle lui pèse souvent, si elle semble bien peu croire à ses projets littéraires, il la décrit toujours comme aimante. Seul Achille jeune, Achille plus âgé marié avec Madame Achille, dont il faut supporter au repas de famille, le physique et les discussions sur la loyaux. Seul Achille, le toujours sérieux Achille, grand par son grand nez dit-il, fera l'objet de plaisanteries bien innocentes avec sa sœur et ensuite avec sa nièce. Cette famille, contrairement là aussi à ce que raconte Sartre, n'est pas divisée sur la question religieuse, on n'est pas catholique chez les Flaubert mais à peine déiste, on ne fait pas maigre le vendredi ni systématiquement gras d'ailleurs. Caroline II raconte que tout le monde tolérait, quand elle était enfant, et surtout son oncle Gustave, qu'elle se fasse servir et mange de le vendredi et non la viande du repas familial. Seul Achille la terrifiait par ses remarques sur sa sottise religieuse. Monsieur omet avant la lettre, c'était l'oncle pour qui, dit-elle, elle ne parvenait pas à éprouver d'affection réelle. Gustave, c'est le fils, le frère, l'oncle que l'on aime parce qu'il a toujours le mot, la grimace, le geste qui fait rire Gustave, ce n'est pas l'idiot de la famille, mais c'est celui qui, continuellement pour sa famille, pour ses amis, fait l'idiot. Celui que sa mère et sa sœur appellent le gros. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.